Pour commencer cette semaine, un retour sur les célébrations des 60 ans du traité de Rome dans un contexte d'euroscepticisme grandissant. Direction ensuite Israël pour évoquer le combat des femmes pour leurs droits dans la société. Nous irons ensuite à Malte pour découvrir un joyau du baroque, la cathédrale Saint-John. Enfin, cap sur la côte d'Almat où rayonne le palais de Dioclétien à Split. Le 25 mars 2017, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont célébré les 60 ans du traité de Rome, le texte qui a donné naissance au marché commun. Un anniversaire sur fond d'euroscepticisme avec la montée des partis populistes, illustration en Italie où le sentiment anti-européen est très ancré aujourd'hui. Ce samedi 25 mars, les drapeaux européens ne sont pas qu'au Capitole. Dans les rues de Rome, les fédéralistes donnent de la voix. Environ 6000 personnes venues de tout le continent manifestent. Parmi elles, Marina Faval, présidente des Jeunes Européens fédéralistes de Rome. Et je sais qu'ils s'apprêtent d'ailleurs à signer la convention. Écoutez, il y a beaucoup de Britanniques aussi qui sont venus pour... des Anglais. Pour envoyer un signal fort à Theresa May, j'imagine. C'est bien. Tous unis pour adresser un message aux chefs d'État et de gouvernement réunis à Rome. On est là pour demander une Europe plus démocratique, plus sociale, plus fédérale. Mais avec le Brexit et la montée des populismes, l'ambiance n'est pas forcément à la fête. Je veux continuer à croire que l'Europe n'est pas populiste et que les jeunes surtout, on est le futur quand même de l'Europe, qu'on utilise notre cerveau pour arriver à un choix plus conscient et démocratique. L'Italie prête à verser dans l'euroscepticisme. C'est le constat de l'ancien président du Conseil, Mario Monti. L'Italie était à l'abri de l'euroscepticisme jusqu'il y a relativement peu de temps, mais certainement la crise économique a contribué à faire monter cela, surtout parce qu'un certain nombre de partis ont fait un court-circuit, ont fait croire aux citoyens que la crise était à cause de l'Europe, ce qui n'est certainement pas le cas pour l'Italie. Et ce samedi 25 mars, les drapeaux italiens aussi étaient de sortie pour un autre rassemblement hétéroclite d'eurosceptiques très à droite. Certains favorables à une autre façon d'envisager l'Union contre l'Europe des banques, du système et de la supposée omnipotence allemande. On est une colonie parce que la Merkel veut que nous soyons une colonie. En réalité, nous sommes un peuple fort, nous sommes très solidaires et ça se voit aujourd'hui. D'autres sont pour un retour à la souveraineté nationale. Que l'Europe et ses serviteurs aillent se faire foutre. Et avec tous nos gouvernements vendus de ces dernières décennies qui ont signé les traités sur le dos des citoyens. Sortons de l'Europe, sortons de l'euro. Dans une ambiance plus feutrée, la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite, surfe également sur la vague anti-européenne. Si l'Europe reste comme elle est actuellement, il n'y a aucun doute sur le fait que la seule voie est celle de la sortie. Nous voudrions une Europe différente et si ce n'est pas possible, mieux vaut être seul que mal accompagné. La communauté européenne est née il y a 60 ans ici au Capitole avec la signature du traité de Rome. Pourtant, selon un récent sondage, un Italien sur deux n'a plus confiance dans le projet européen. Rien d'étonnant pour ce professeur d'université, spécialiste des affaires de l'UE. Il est normal qu'en période de difficulté, de nombreuses peurs remontent à la surface et que l'on ait tendance à se refermer à l'intérieur de ses frontières. Ici, en attendant, la plus grande responsabilité est celle de certains hommes politiques qui exploitent habilement, et j'ajoute de façon irresponsable, ces peurs pour en tirer des bénéfices. Et en ce moment, il y en a beaucoup des politiciens de ce genre. Parmi les politiciens visés, ceux du mouvement 5 étoiles de l'humoriste Beppe Grillo.
Les habitués de ce peuple sont des sympathisants. Ils ont chacun leur vision de l'Europe. Il y a trop de cultures différentes, au niveau économique aussi. Il y a trop d'économies différentes. Ils ont tenté d'unir ces choses, mais moi je n'y ai jamais cru. Et c'est un fait, que l'on veuille revenir comme c'était avant, que l'on en pense du bien ou pas. Donc moi, je me sens italien. Il n'est pas opportun de sortir de l'Europe. Nous n'avons pas la force pour pouvoir sortir de l'Europe. Il faut que nous restions accrochés à l'Europe et ce sera notre salut. Des avis partagés et un parcours sinueux pour les députés européens du mouvement. Ils siègent aux côtés du UKIP, pro-Brexit, et viennent de tenter un rapprochement avec le très europhile groupe des libéraux et démocrates. Le mouvement 5 étoiles ne fait pas d'alliance. Le mouvement 5 étoiles résonne en termes de thématiques et de points de programme. Peu importe avec qui, ce n'est pas le visage qui compte, mais les thèmes choisis par les citoyens pour les faire progresser. Le député 5 étoiles, Manlio Di Stefano, explique le changement de cap au Parlement de Strasbourg par le pragmatisme. UKIP va se retirer, il faut donc trouver un autre groupe pour exister et tant pis si c'est déroutant pour les lecteurs. Du point de vue du mouvement 5 étoiles, l'opération peut ne pas être facilement compréhensible parce que les mécanismes sont particuliers. Cependant, c'est une opération légitime qui a démontré l'incapacité du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux, pas la nôtre. Car au bout du compte, les membres du groupe ADLE de Guy Verhofstadt ont claqué la porte aux eurosceptiques italiens contre l'avis de leur président. Pour moi, ce qui est important, c'est que des gens qui sont plutôt dans le mouvement eurosceptique, c'est de les convaincre que ce n'est pas par une destruction de l'Europe qu'on va avancer, que c'est par une réforme de l'Union qu'il faut avancer. Guy Verhofstadt participait au débat des fédéralistes sur l'avenir de l'Union, une occasion de revenir sur le rôle de bouc émissaire de l'Europe. Je crois que la raison pour laquelle Renzi et sa bande croyaient que cogner sur l'Europe c'est bien, c'est parce qu'ils pensaient en retirer des voix. Dans les rues de Rome, Marina, la militante des jeunes européens fédéralistes, décompresse au lendemain de la manifestation entre sa mère franco-espagnole et son père italien. Dans la famille, l'Europe n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne. Tous sont des Européens convaincus. Moi, j'étais surpris des Anglais qui étaient là, Oui, des jeunes Anglais. Alors, tu vois, ça, je m'y attendais pas. Sandro émet tout de même quelques réserves, notamment sur la gestion de la crise des migrants. Je pense qu'on s'est retrouvés un peu trop abandonnés à nous-mêmes. On aurait aimé que l'Europe nous donne un coup de main plus important, que vraiment tous les pays européens qui avaient promis quelque chose aient tenu parole. Marina, elle, va continuer à militer inlassablement pour défendre sa vision de la réforme de l'Europe à long terme. Après, on a eu même... Rome n'a pas été faite en un jour, donc je pense que l'Europe doit encore attendre 40, 50 ans pour que le vrai processus d'intégration européenne arrive au bout. Des élections législatives se tiendront en Italie avant la fin de l'année. Les partis populistes et eurosceptiques pourraient encore gagner du terrain. C'est un combat sur la durée que de nombreuses femmes d'Israël ont engagé pour faire évoluer leurs droits dans la société. La première démarche pour pouvoir prier comme les hommes devant le mur des lamentations vient d'aboutir. Une seconde pour la réforme du divorce dans le pays évolue aussi favorablement. Au cœur de la vieille ville, le mur des lamentations. Ce vestige du temple de Jérusalem, détruit il y a 2000 ans, est vénéré par les Juifs du monde entier. Chaque jour, des milliers d'entre eux viennent y prier dans une grande ferveur. Mais chaque début de mois du calendrier juif, l'esplanade connaît une certaine agitation.
Toutes les épreuves que subit le peuple d'Israël arrivent à cause de vos sacrilèges. Tous les attentats, toutes les maladies, tous les malheurs à cause de vos sacrilèges. La colère de ces femmes orthodoxes est dirigée contre d'autres juives, surnommées les femmes du mur. Adeptes d'un courant libéral du judaïsme, elles bousculent la tradition. Elles chantent à voix haute, lisent dans la Torah, portent un châle de prière et des phylactères. Des rites habituellement réservés aux hommes. Je pense qu'il est important que les femmes puissent aussi porter les mêmes objets religieux que les hommes, comme le châle de prière et les phylactères. Nous devons avoir le même accès à tous les rituels de la vie juive. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent porter ces choses, mais si elles sentent que c'est important pour leur expérience religieuse, alors elles doivent être autorisées à le faire. Les hommes en noir jugent sévèrement les femmes du mur. Ils les accusent de singer les hommes et de bafouer une tradition ancestrale qui enjoint les femmes à prier discrètement, sans attribut religieux. Elle met des phylactères et un châle de prière, elle chante à voix haute. Tout cela est interdit par la loi juive. C'est en contradiction avec tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres depuis des générations. Ce sont vraiment des clowns. Ce qu'elles font n'a rien à voir avec la religion. Les femmes du mur ont dû aller jusqu'à la Cour suprême israélienne pour obtenir le droit de prier à leur manière. Car le lieu saint est placé sous le contrôle exclusif des orthodoxes, peu enclins au changement. La plupart des juifs à travers le monde ne sont pas ultra-orthodoxes. Donc la situation est la suivante. Cet endroit est dirigé par une toute petite minorité. Mais ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de m'empêcher de faire entrer un morceau de papier sur lequel est inscrite une prière. C'est complètement fou. Ils font ce qu'ils veulent. Récemment, l'affaire a pris un tour politique. En visite aux États-Unis, où le judaïsme libéral est très puissant, le Premier ministre Netanyahou a pris publiquement position pour les femmes du mur. Je ferai toujours en sorte que tous les juifs se sentent chez eux, en Israël. Les juifs réformés, les juifs conservateurs, les juifs orthodoxes, tous les juifs. J'espère aussi que nous conclurons bientôt un accord qui fera du mur des lamentations une source d'unité pour notre peuple et pas un sujet de division. Et nous y arriverons. Le gouvernement israélien vient d'annoncer la construction d'une nouvelle esplanade au sud du mur des lamentations. Un espace sera réservé aux femmes et elles pourront même prier en compagnie des hommes. Ce combat s'inscrit dans un mouvement féministe beaucoup plus vaste. Anna Kehat en est l'une des pionnières. À un certain moment, nous avons compris qu'autour de nous, les choses changeaient dans le bon sens pour les femmes. Alors que dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos synagogues, on continuait comme si rien ne s'était passé. Comme si nous n'étions rien. Comme si nous étions invisibles, sans cervelle, ni opinion. Alors, nous avons commencé à lutter. Il y a maintenant déjà plus de 15 ans. Le combat des féministes religieuses ne se limite pas au mur des lamentations. Il porte aussi sur un sujet de société brûlant en Israël, le divorce. Pour la première fois, avec l'autorisation d'un tribunal rabbinique, une opération d'humiliation publique a été lancée cette semaine sur les réseaux sociaux contre un homme qui refuse d'accorder le divorce à sa femme depuis 4 ans. La loi juive confère au mari tous les pouvoirs en matière de divorce. Il peut en toute légalité ruiner la vie de la femme dont il est séparé. Nous avons par exemple ici une femme qui avait 25 ans lorsque son mari l'a quittée. Elle était enceinte à cette époque. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Et lui, qui vit aux États-Unis, refuse toujours de lui accorder le divorce. Cela veut dire que durant 15 ans, elle n'a pas pu vivre avec un autre homme. Elle n'a pas pu avoir d'autres enfants. C'est une tragédie terrible. Rassemblant femmes et hommes, religieux et laïcs, le combat pour le droit au divorce reste beaucoup plus consensuel en Israël que celui des femmes du mur.
C'est l'un des monuments phares de la capitale de Malte, La Valette. La cathédrale Saint-John est un chef-d'œuvre de l'art baroque. Sa façade massive et austère contraste fortement avec l'incroyable richesse du décor intérieur, où les tableaux de maître sont entourés de dorures et de marbre polychrome. Au cœur de la vieille ville de La Valette, il est un lieu cher à tous les Maltais. La cathédrale Saint-John, le monument le plus célèbre de tout le pays. L'histoire de cette île se retrouve à l'intérieur de cette cathédrale. Bâtie à la fin du XVIe siècle, tous les grands maîtres de l'ordre de Malte qui se sont succédés l'ont enrichi. Un extérieur des plus sobres, une façade des plus simples, et dès que l'on ouvre les portes, on est plongé dans l'un des trésors les plus spectaculaires de l'art baroque. Des murs, des colonnes revêtues d'or, des voûtes majestueuses, comme pour mieux rappeler toute l'ancienne puissance des chevaliers de l'ordre de Malte. Mais cette histoire ne s'est pas écrite en un jour. La cathédrale a été achevée en 1577, mais pendant des années, il ne faut pas oublier que ce ne fut qu'une simple église. C'était la volonté des responsables catholiques de l'époque. Tout l'aspect baroque que l'on peut admirer aujourd'hui est venu bien plus tard. Les changements dans l'église catholique se sont toujours inscrits dans la durée. C'est notamment le cas pour les éventuelles évolutions artistiques qu'ils souhaitaient pour leur église. C'est pourquoi il a fallu attendre longtemps avant de voir tous ces murs et toutes ces colonnes revêtues d'or. Un travail magnifique et d'une précision étonnante. Tout cela donne cet aspect unique à la cathédrale, tout son symbolisme. Point d'orgue de ce voyage dans l'histoire de Malte, le tableau de la décollation de Saint Jean-Baptiste du Caravage, le peintre le plus célèbre qui ait vécu à Malte. Une des œuvres les plus emblématiques de celui qui a symbolisé l'école baroque de la peinture. Un trait des plus réalistes est l'utilisation du clair-obscur qui renforce l'aspect dramatique des scènes qu'il reproduit. Ici, dans la cathédrale Saint-John, nous avons le tableau le plus important de l'œuvre du Caravage. C'est la plus grande peinture qu'il a réalisée. Et c'est la seule qu'il a signée. C'est une grande fierté pour tous les Maltais. Mais pour comprendre son approche artistique, tout son travail sur cette représentation tellement réaliste de la décapitation de Saint Jean-Baptiste, il est essentiel de restituer la vie qui fut la sienne ici à Malte. Une vie agitée à l'image de son caractère impétueux. C'était le début du XVIIe siècle. Caravage fait partie indéniablement de ces artistes qui ont changé l'histoire de la peinture. Même aujourd'hui, les spécialistes de la peinture moderne sont tous d'accord sur ce point. Il fait pratiquement l'unanimité. L'hommage rendu aux chevaliers de l'ordre de Malte, un sol de marbre sous lequel reposent 400 tombes. Sur chacune d'entre elles, leurs armoiries sont dessinées. Le travail sur ce marbre, le plus souvent venu de Carrare, est impressionnant. Une juste reconnaissance pour cet ordre qui reste la plus ancienne association d'aide humanitaire. La plupart des grands pays européens étaient représentés dans cette confrérie. La cathédrale est composée de 8 chapelles. Cela correspond à 8 nationalités, 8 langues différentes. Ces langues sont celles des origines des chevaliers de l'ordre de Malte, car tous ces chevaliers venaient de tous les pays d'Europe, un peu comme l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Tous ces chevaliers de pays différents se battaient pour la même cause. Il s'agissait de protéger l'Europe face à l'invasion ottomane.
Il ne s'agissait pas seulement de religion, mais aussi d'économie qu'il fallait protéger et défendre. Cette cathédrale, c'est le symbole de cette unité. C'est aussi le symbole de tous ces hommes qui s'unissent pour décider en commun de leur avenir. C'est également pour cela que tous les visiteurs, la majorité d'entre eux sont des Européens, cherchent les chapelles, les noms, les langues qui leur correspondent. Ils s'associent à leur manière aux chevaliers. Ils comprennent tous que cette cathédrale et la vie de ces chevaliers font partie intégrante de l'histoire de l'Europe. C'est aussi cela qui rend cette cathédrale unique. Vous qui marchez sur les morts, n'oubliez pas qu'un jour, on marchera sur vous. C'est l'inscription que l'on trouve sur la porte par laquelle entraient les chevaliers, comme pour mieux souligner la brièveté de l'existence. L'histoire de Malte, c'est aussi celle de ses chevaliers. Cette cathédrale Saint-John sera toujours là pour nous le rappeler. En Méditerranée, les Romains nous ont laissé de nombreux vestiges. Parmi eux, le palais de Dioclétien à Split, sur la côte dalmate, fait exception. Il se confond aujourd'hui encore avec la ville et surtout avec ses habitants. C'est notre séquence mémoire. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. J'ai habité un autre quartier, mais c'est incomparable la vie ici. On y est très attaché. Vraiment, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Et mes enfants non plus. Ce que je me suis dit quand je suis arrivé dans la vieille ville de Split, c'est qu'elle dégageait quelque chose de très fort, pour de multiples raisons. On ne voit pas uniquement l'usure du temps qui passe sur les murs, il y a aussi l'énergie des gens. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est ce que contiennent les pierres qui nous parlent aujourd'hui encore. Ce fut d'abord la maison d'un empereur. Au fil des siècles, c'est le peuple qui s'est invité dans le palais de Dioclétien. L'empereur romain en fit un lieu de villégiature et une manufacture de tissus pour habiller ses armées. Au 7e siècle, après la chute de l'Empire, les populations chrétiennes de toute la côte dalmate, chassées par les barbares, se cachent dans le palais. Le palais de Dioclétien, avec ses murs très forts, a été toujours un lieu qui est devenu un lieu imprenable, un refuge pour les gens de la région aussi, jusqu'à l'époque ottomane, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, quand les Ottomans, les Turcs se sont installés aux environs. Ils ont assiégé la ville plusieurs fois, mais sans pouvoir la prendre, parce que, justement, à cause de ces grands murs du palais Dioclétien, qui donnaient vraiment l'aspect d'une forteresse. Au XVIe siècle, des juifs séfarades qui fuient les persécutions de l'Espagne catholique s'installent dans le palais. Il prend alors le nom de ghetto, terme fréquemment utilisé aujourd'hui. Car rien ne s'oublie à Split. Période romaine, vénitienne, austro-hongroise, toutes les pages de l'histoire se lisent sur ces murs. Ce mélange très curieux est quelque chose qui fait vraiment l'identité, qui fait l'image de la ville de Split. La vieille ville de Split n'est pas simplement le palais de Dioclétien, c'est la ville médiévale qui a été incrustée dans le palais. Aujourd'hui, quelques 3000 personnes vivent dans le palais, une population qui vieillit et qui voit déferler chaque été d'impressionnantes vagues de touristes. La ville commence à ressembler à un musée, particulièrement convoité par les investisseurs étrangers.
Je sais bien que le palais va devenir un lieu de plus en plus commercial. C'est déjà le cas aujourd'hui. Depuis 30 ans, on en parle. On pousse les gens à déménager. On leur propose des appartements en dehors de la ville. J'ai l'impression qu'il faut laisser la place aux locaux commerciaux, touristiques et hôteliers. La municipalité s'est engagée à maintenir la mixité sociale dans le palais et à protéger un patrimoine qui, au contraire de celui de Dubrovnik, a été épargné par les guerres des années 90. Les combats n'ont jamais atteint la demeure de Dioclétien. Ses habitants aiment beaucoup raconter que l'armée yougoslave, aux mains des Serbes, a raté le clocher de la cathédrale. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.